Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. Aujourd'hui, on va voir le branding qui est à différencier de la marque. C'est deux choses différentes et on va le voir. Et la posture du dirigeant, de la dirigeante. Et là, c'est comment construire une marque forte. Donc, on va voir un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et en gros aussi comment on peut nous agir pour consolider notre marque. Les objectifs aujourd'hui vont être de comprendre la différence entre la marque et le branding, l'importance de la posture du dirigeant dans la construction d'une marque forte, mais aussi pour vous et vos échanges avec votre audience, votre public, vos clients, vos prospects, et ensuite comment construire une marque forte. J'ai envie de vous soumettre un petit exercice. De vous poser en tout cas une question, pourquoi certaines entreprises peuvent exiger des prix élevés et fidéliser des clients facilement? Ils ont donné de la valeur à leur marque. Oui, et en fait, c'est ça qui va faire derrière que certaines personnes vont pouvoir, vont avoir un peu plus d'assises et c'est pour ça qu'on va aussi parler de la posture du dirigeant parce que l'un, alimente l'autre, l'autre alimente l'un. On va faire un petit exercice. Là, on a littéralement la différence, hein, la preuve par 4 de comment la marque vient justement appuyer ça. Sur notre gauche, on a un t-shirt blanc en jersey qui habille, blanc, ce qu'il y a de plus basique et de plus simple, qui est vendu 4 euros. Et on a exactement le même t-shirt de l'autre côté, sauf qu'il y a le logo Nike dessus, qui est vendu 33 euros, enfin 32,99 €. Voilà la puissance de la marque, voilà la puissance d'une marque forte, voilà ce que ça permet de faire. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant, de venir en fait voir un peu comment ça fonctionne. Comment on arrive finalement à tendre vers, une marque comme Nike. Alors, je vais pas dans ce live malheureusement vous apprendre à comment devenir, Nike, j'aurais aimé, mais, on va en tout cas voir les mécanismes qu'il y a derrière et comment ça fonctionne. La réponse est évidemment le branding et la marque. Donc voilà, c'était un petit peu écrit dans le titre, évidemment. Et maintenant, on va voir quelques exemples des marques qui ont réussi et qui ont réussi justement par la posture et par le branding. On a notamment Apple qui est un incontournable, incontestable aujourd'hui sur son secteur. Aujourd'hui, une personne qui achète Apple, qui achète iPhone, est un client qu'on va avoir à vie. C'est quelqu'un avec qui on se lie. C'est quelqu'un qui, pardon, va se lier à la marque et va devenir un vrai fan, va vraiment avoir de l'allégeance envers sa marque et ça, c'est hyper, hyper intéressant de se dire comment ça fonctionne. Il y a aussi une marque comme, Harley-Davidson. Les personnes qui consomment du Harley-Davidson font partie, d'un groupe, c'est identitaire, en fait, font vraiment partie de cette identité de marque qui, voilà, qu'ils embrassent, on pourrait dire. Hem, donc ça, c'est sur l'aspect, de moto. On a aussi Peugeot. Moi, j'ai de la famille, qui vit en Franche-Comté et j'ai trouvé ça fascinant c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est qu'en Franche-Comté, Peugeot, pour des raisons évidentes de localiser d'entreprise et de localisation, si vous n'achetez pas Peugeot, c'est pas bien vu. Si par exemple, vous arrivez à une intersection et que, vous avez une Renault, il y a de fortes chances que la personne en face, elle ne vous cède pas le passage juste parce que vous avez une Renault, alors que si vous aviez eu, une Peugeot, elle vous aurait laissé passer. Et ça, c'est la puissance d'avoir une marque forte, c'est finalement de rassembler les gens autour de sa marque et vraiment, on a des utilisateurs, on a des clients qui prennent parti. Je vous ai mis aussi la marque Passage du Désir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est surtout dans les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Paris, et cetera et en fait, je trouve que c'est vraiment, une super
Un super exemple, c'est concrètement, c'est un sex shop. Mais pas un sex shop au sens où vous avez eu l'image directement dans votre tête quand je vous ai parlé d'un sex shop. En fait, ils ont complètement changé leur position, ils ont complètement changé leur posture et leur branding, ce qui leur a permis de rendre ça fancy. Ils ont rendu le sex shop glauque où voilà, on passe devant, on baisse la tête et si jamais on va dedans, c'est la casquette, le truc un peu comme dans les films noirs. Eh bien, ils ont changé complètement l'image de ce qu'on pouvait avoir d'un sex shop en, eh bien, c'est un endroit où on peut aller flâner dans les rayons. C'est ouvert, c'est lumineux. On peut acheter des conneries pour, voilà, pour rigoler avec ses copains. Et on a aussi toute la partie vraiment sensualité, désir, plaisir qui est mis en avant, mais qui a été assainie. Et donc, on a une marque qui est vraiment super forte. C'est vraiment un cas d'école que je trouve vraiment fascinant parce qu'ils ont vraiment bouleversé les codes de leur secteur, de leurs produits. Et c'est vraiment très intéressant. Vraiment, regardez les photos de la boutique, en fait, littéralement sur Google Maps. Regardez les photos de la boutique, c'est génial. Vraiment, c'est... Moi, je me souviens quand j'étais à Paris, on passait dans les rues, puis ah, tiens, on passe au passage des Ormes, et comme si on allait, je sais pas, au Natura, ou Naturalia, ou je sais pas, au Monoprix. Ça a été complètement, pas vulgarisé, mais vraiment assaini. L'image que ça a, c'est vraiment ludique, c'est vraiment, voilà, c'est hyper bien amené. Donc, c'est comment, en fait, à quoi et comment on associe sa marque, en fait. Et c'est à quelle valeur, à quels éléments, et c'est tout ça qu'on va voir l'importance, justement, de ces associations-là qui font qu'une marque, eh bien, prend de l'assise, va devenir une marque forte, contrairement à des marques où, voilà, on ne retiendra pas forcément tout de suite eh bien, leur marque, leur branding, etc. Mais voilà, vous me connaissez maintenant, vous le savez, moi j'aime poser les définitions et qu'est-ce que c'est exactement que le branding? Alors, avant toute chose, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, il faut vraiment différencier la marque et le branding. C'est pas la même chose. Même si vous voulez, si on le traduit, hein, on aura tendance à parler de marque, mais c'est pas une bonne traduction. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La marque, c'est la brand, mais le branding, c'est le fait de faire. Donc, on va voir tout ça. Donc, la marque, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des caractéristiques telles que le nom, le logo, le slogan, les symboles qui identifient les produits ou services d'une entreprise et les distinguent eh bien, de ceux des concurrents. Jusque-là, on est d'accord. Elle englobe également les perceptions, les émotions que les clients associent à l'entreprise et à ses produits ou services. Donc ça, c'est la marque. Ça, c'est voilà, votre logo, ce que vous mettez sur la table. Maintenant, on a le branding. Le branding est l'ensemble des actions que vous menez pour la création et consolidation de votre marque. C'est la promesse de ce que les clients peuvent attendre des produits et services. Et ça, c'est super important. C'est l'ensemble des actions que vous menez pour la création et la consolidation de votre marque. La différence entre la marque et le branding, la marque, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous posez sur la table. Le branding, c'est toutes les actions que vous allez mettre en œuvre pour justement consolider, renforcer, créer votre marque forte. Donc, en résumé, la marque, c'est ce que l'entreprise est, c'est l'identité, le nom, le produit, le logo, les services, ainsi que les perceptions et émotions associées. Là, en exemple, on peut évidemment prendre Apple, qui est une marque évidemment connue pour son innovation, sa qualité, les iPhones, les MacBooks. Moi-même, je suis une consommatrice, alors pas sur l'iPhone, mais sur le MacBook. En termes de qualité de produit, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne, on est sur quelque chose de puissant, on est, voilà, qui dure dans le temps. Mon ordinateur est de 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école, j'achetais des Acer, j'achetais des Asus, etc. Et systématiquement, tous les 2 ans, je devais changer d'ordinateur. Là, mon ordinateur, je l'ai depuis 2015. C'est un 2015. Voilà. Et là, du coup, tout de suite, je suis affiliée, hein, je m'affilie, je m'associe à cette marque-là pour le travail. C'est-à-dire que la représentation que j'ai, c'est que c'est quelque chose de confiance. On est aussi sur de l'innovation, avec bien sûr des éléments qui vont venir compléter eh bien, le simple produit qui est un ordinateur. Il va y avoir des options, des façons où sont mis les logiciels et autres qui sont vraiment intéressantes. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit après, c'est que Apple, donc mon Mac, c'est aussi un indicateur social.
et notamment dans mon milieu, quand j'ai débuté, moi j'étais à Paris, ou même quand j'étais à la fac, avoir un Mac, c'était vraiment montrer un peu son statut social. Ça permettait de voir si à peu près où on se situait. Et le jour où j'ai réussi à me payer un Mac, eh bien, c'était vraiment une fierté, c'était vraiment une consécration. C'est vraiment, j'ai réussi à le faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le branding. Donc, le branding, c'est ce que l'entreprise fait pour créer et maintenir cette identité et ces perceptions, donc que j'ai de la marque. C'est le processus et les actions stratégiques derrière la création et la gestion de la marque. Donc ça, OK. Et donc là, effectivement, les campagnes publicitaires, les lancements, les magasins, les visuels, la façon dont ils communiquent et tout ce que ça va amener. Et là, on est sur, OK, j'ai ma consécration à moi, c'était d'acheter un MacBook parce que, voilà, ça en disait aussi sur ma réussite sociale. Et là, on est dans le branding. Là, on est dans une marque forte. C'est-à-dire que j'associe moi, hein, mes croyances, mes perceptions, mon identité à un objet. Alors quand je le dis comme ça paraît débile à souhait. J'en on se dit: «Mais c'est complètement c'est n'importe quoi». Je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est une vérité et je sais que je suis pas la seule à être concernée, là-dessus, quoi. Donc voilà. Pourquoi c'est crucial? Eh bien, de savoir faire la distinction entre les deux pour élaborer une stratégie marketing efficace. La marque est le résultat final que tu souhaites atteindre, le branding est le chemin que tu empruntes pour y arriver. Donc là, une fois qu'on a posé le branding, on va pouvoir associer les bonnes stratégies aussi par rapport à ce qu'on veut. Vous allez voir, là, vous devez vous dire peut-être, ça sent un peu le réchauffer. Pas du tout. On va voir à la fin, c'est des associations qu'on va faire qui vont vraiment un peu faire waouh. Vous allez voir, je me réserve le petit waouh de la fin. Quel est le bénéfice d'une marque forte? Eh bien, on l'a déjà dit précédemment, le prix, la possibilité d'augmenter ses prix sans perdre de clients. Donc ça, on le sait, hein, c'est aussi de pouvoir faire des plus grosses marges, de pouvoir mieux se rémunérer, aussi de pouvoir vivre librement, dignement, à la hauteur de l'effort fourni aussi, c'est ça. C'est aussi au niveau publicitaire, eh bien, une meilleure réponse aux campagnes publicitaires parce que quand on a une marque forte, eh bien, les gens nous connaissent déjà, nous associent déjà et par conséquent, eh bien, ils auront tendance à plus cliquer, à être plus curieux et à plus interagir, que ce soit avec nos éléments sur nos réseaux sociaux que sur nos publicités et autres, en tout cas de manière générale sur nos supports. Évidemment, la fidélisation, c'est-à-dire que les clients vont eh bien, acheter, ils vont être fidèles. Encore une fois, Apple est vraiment je sais qu'on en parle partout. Moi, en plus, j'ai fait une école de commerce, donc vraiment, c'est le cas d'école, le cas d'école qu'on a tous étudié. Et en fait, c'est vraiment le cas d'école. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à acheter ces produits-là, que ce soit les téléphones ou les ordinateurs selon le besoin, on voit, hein, la tout ce que ça engendre. Il y a des gens qui font la queue pendant des heures dans le froid, sous la pluie, dans le vent, pour acheter le dernier iPhone tous les ans, qui coûte quand même un prix exorbitant. Enfin, on parle d'un SMIC, si ce n'est plus sur certaines versions, donc c'est vraiment énorme et ça, c'est juste, eh bien, le poids de la marque. C'est juste le branding, c'est l'histoire qui a été racontée derrière et c'est les associations émotionnelles aussi qu'a fait l'utilisateur. Donc c'est ces connexions-là. Et donc du coup, là, vous devez peut-être vous demander, ben, qu'est-ce que ça vient faire la posture du dirigeant là-dedans? Parce qu'on parle de marques comme Apple, bon, Steve Jobs, ça fait un moment qu'il est plus parmi nous, donc qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est exactement que la posture du dirigeant. La posture du dirigeant, c'est la manière dont tu te comportes, dont je me comporte, dont nous nous comportons, la manière dont nous communiquons, mais aussi la façon dont nous dirigeons. Et ça, c'est important. Ça inclut nos valeurs, nos attitudes, notre style de leadership, donc comment on va manager, comment on va interagir avec nos partenaires, avec nos salariés, avec voilà, nos collègues, etc. Mais c'est la communication autant interne qu'externe. Et elle va influencer directement la perception de la marque, que ce soit par justement ces différentes parties prenantes qui sont les employés, les clients, les partenaires, les collègues, l'audience, etc., etc. Et donc en fait là, on se pose une question parce que ça c'est relié, c'est quel message finalement j'envoie par toutes ces biais de communication. Et là, on va voir concrètement. Donc
Vous avez une situation de base qui est offrir une prestation ou un produit. Là, on a 2 possibilités. Posture numéro un, le geste commercial qui va faire plaisir et fidéliser son client. C'est-à-dire que on a un client, voilà, qui a pris une certaine somme, on lui offre, voilà, un objet supplémentaire. Donc admettons, je suis caviste, j'ai quelqu'un qui vient de me prendre, 2 caisses de vin, bah, je lui offre une bouteille ou je lui offre il prend, une caisse et je lui offre un tire-bouchon, enfin un limonadier et cetera. C'est un geste commercial, ça fait plaisir. Posture numéro 2, là, j'offre une prestation, j'offre un produit, mais le message que j'envoie, c'est que finalement, je me dévalue, donc je dévalue mon travail, je dévalue mon produit ou mon service. Exemple, je suis prestataire de service depuis plusieurs années, vous le savez maintenant. Ça m'est arrivé d'être dans ce cas-là, c'est pas du tout une critique, mais voilà le message que ça envoie. C'est-à-dire que je n'étais pas confiante en moi, je dévaluais mon travail, je considérais que faire des sites internet c'était super simple, donc du coup, j'arrivais pas en fait à facturer à mes clients des prestations, donc je travaillais gratuitement. Donc, qu'est-ce que ça envoyait comme image à mes clients? Qu'est-ce que ça envoyait aussi sur mon secteur hein, d'avoir des éléments comme ça? Eh bien, pour les clients, c'est plutôt bénéfique parce que pour le coup, on en fait beaucoup. Mais qu'est-ce que ça dit du sérieux aussi? Qu'est-ce que ça dit de la marque? Comment construire une marque forte si moi-même, le message que j'envoie, c'est que finalement, ben, je ne mérite pas ce qu'on me donne, ce que je demande comme rémunération. Et c'est ça la posture. La posture, ça va être, on a une situation qui est complètement égale, c'est-à-dire elle est égale qu'on soit dans la posture 1 ou la posture 2, on offre une prestation ou un produit, mais selon comment moi, je vais me positionner, selon le discours que je vais amener, selon la croyance que je vais avoir, même si c'est fake, hein, des fois on gonfle un peu le torse et c'est OK aussi. Mais en fait, tous ces éléments-là, ça va envoyer un message. Et ce message-là, c'est comment les autres, donc les autres, vos partenaires, les autres, vos salariés, les autres, vos collègues, les autres, vos concurrents, et cetera, vont vous percevoir, vos clients aussi, bien sûr, vont vous percevoir. Et c'est là où, en fait, j'invente pas la roue, hein, en vous disant ça, j'en ai totalement conscience. Mais par contre, là, on met de la conscience sur les choses. On met de la conscience sur: «Ah d'accord, est-ce que quand j'offre tel service, je suis dans le geste commercial parce que j'ai un client fidèle en face que j'ai envie de fidéliser, que j'ai envie de satisfaire, parce qu'il y a des clients aussi avec qui on s'entend bien, donc on a envie aussi de leur faire plaisir, et cetera? Ou est-ce que je suis dans cette posture où je n'ai pas confiance en moi? Je considère que finalement ce que je fais, ça ne vaut pas ce que je vends, que j'ai peur par rapport au regard des autres, ou encore que je voilà, enfin X, Y, après ça dépendra évidemment de chaque situation, mais voilà, mettre de la conscience et se poser la question de: «Est-ce que je suis dans la posture du dirigeant?» C'est-à-dire, est-ce que je suis dans mon rôle de dirigeant et je fais ce geste commercial assuré, pour montrer que je veux fidéliser mon client? Ou est-ce que finalement je me cache derrière ça et en fait, c'est juste que je n'ai pas confiance en moi et que je dévalue mon produit, mon service? S'excuser aussi, c'est une autre situation. Dans la posture 1, c'est de l'humilité, c'est de la responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que en tant que professionnel, j'ai fait une boulette, ça arrive, c'est pas grave, et je m'excuse auprès de, mon client. Voilà, voilà. Bah, je suis désolée, machin et cetera, et là, je peux même effectivement même coupler les 2 situations, lui offrir quelque chose, enfin voilà. En tout cas, dans la posture 1, c'est OK, humilité, responsabilité et finalement professionnalisme parce que s'excuser au bon moment pour les bonnes raisons, c'est aussi du professionnalisme. Ou posture 2, je m'excuse un peu tout le temps, je m'excuse presque même d'exister et auquel cas, quel message j'envoie? J'envoie un message de manque de confiance, j'envoie un message que du coup, je n'ai aussi pas confiance en mon produit, en la valeur du produit que je délivre à mon utilisateur, à mon client. Donc c'est pour ça que je voulais vous mettre, quelques exemples que je trouve, pertinents parce que j'ai été moi dans ces 2 cas personnellement aussi. Alors là, on est peut-être plus sur du service où vraiment c'est fort dans le service, beaucoup plus, que dans le produit, parce que le produit, bon, le produit est défectueux, on s'excuse, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc s'excuser, je pense que ça irait plus sur du service. Après voilà, l'idée c'est que je vous pose des situations et après il faut avoir, aussi, voilà se référer à son propre référentiel, à sa propre expérience.
Un autre point que je trouvais important, d'aborder, c'était le tarif bas. Donc on va voir tarif bas produit et tarif bas service. Posture 1, je viens de débarquer sur un marché, je fais des sites internet, j'ai tout appris en autodidacte, je n'ai pas fait d'école, je fais du no code, et donc là, bah, qu'est-ce que je fais? Je regarde les prix du marché, puis pour avoir des clients, je vais baisser mon prix. Mais je vais le baisser, vraiment, un peu trop. Qu'est-ce que ça dit? Ben, moi, en tant que client, aujourd'hui, avec l'expérience, je sais que quelqu'un qui a vraiment un... Donc, nous, en service, on parle de TJM. Donc, c'est le taux journalier moyen. Donc, c'est combien on est payé sur une journée. Donc, admettons qu'un TJM pour un site internet est normalement entre 250 et 350 euros. Ben, je vais mettre à 100 euros. Donc, je vais mettre à 100 euros. Mais qu'est-ce que ça dit, en fait? Ben, ça dit que je suis débutante. Déjà, ça, c'est sûr. Ça dit que... Ben, en tout cas, ça dit, dans l'imaginaire de mon client, dans la personne que j'ai en face, dans son imaginaire, encore une fois, c'est pas que moi je le dis en tant que tel, c'est que en fait, on est tous avec notre petit sac à dos. Dans notre petit sac à dos, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a toutes nos croyances, on a toutes nos perceptions, on a tout aussi notre expérience qui a fait qu'on en est arrivé à ces conclusions-là. Et donc, moi, je suis là avec mon petit sac à dos, puis j'arrive devant finalement ce prestataire qui met des prix bien trop bas et qui du coup eh bien, me renvoie cette image que forcément si c'est pas cher, eh bien, c'est que c'est pas forcément de la bonne qualité. Ça amène aussi bah, forcément que la personne manque peut-être un peu de confiance en soi. Et encore une fois, ben, ça veut dire qu'elle va être aussi beaucoup sujette à des clients qui vont profiter de ce manque de confiance, donc qui vont l'exploiter, et etc., etc. Et comme on est effectivement dans un manque de confiance, ben, nous, on va ouvrir les portes en grand, puis on va dire, bah, vas-y, c'est bon, de toute manière, je n'ai pas confiance en moi, vas-y. Et puis ensuite, on est dans des relations aussi toxiques. C'est pas bon pour le client, parce que du coup, il est mal éduqué, et c'est pas bon pour le prestataire, parce que du coup, il est lessivé. Donc, il n'y a personne qui est gagnant dans ce cas de figure. Par contre, on a la posture 2. Et la posture 2, c'est je mets un tarif bas exceptionnel, et encore une fois, c'est la même situation, hein. Mais mon discours change, ma posture change. Et donc là, je dis offre exceptionnelle, avantageuse pour le client, qui va lui permettre de découvrir le prestataire. Une offre découverte. Et en fait, c'est tout bête. Même si j'ai pas confiance en moi, admettons, j'ai pas confiance en moi, mais par contre, je veux quand même, enfin, voilà, je veux baisser mes prix, mais je veux pas montrer que je n'ai pas confiance en moi. Eh bien, c'est dans le discours, c'est dans la posture qu'on va amener ces choses-là. C'est pour ça que c'est super important. Parce que le message qui est envoyé, selon la posture 1 ou la posture 2, le discours qui va venir ne sera pas du tout le même. Donc, voilà. Grande, grande conclusion. Donc voilà, je suis au max de mes conclusions, vous l'aurez remarqué. On va voir maintenant tarif bas dans le cas de produits. Posture numéro 1, si j'ai un produit qui est du coup très très bas, tout de suite, on va y penser. OK, c'est du made in China. OK, le produit, il est pas de bonne qualité, il utilise, des solutions qui sont, soit, pas bonnes pour moi, soit pas bonnes pour la planète, soit, qui sont, voilà, faibles en qualité et qui va faire que mon produit n'aura pas une grande durabilité. Hem Et ça peut aussi s'appliquer, du coup, sur le service client. Des fois, on peut se dire donc on a un produit, et derrière on peut se dire: «Bon, bah, d'accord, si c'est à ce prix-là, c'est quoi le service client pour, pour ce que je suis en train d'acheter?» Et généralement, alors encore une fois, j'ai mon sac à dos. Ce que je vais vous dire, c'est quand même le reflet même de ce que je vous disais juste avant. C'est que, ben, forcément, si j'ai un souci pour le renvoyer, pour me faire rembourser et cetera, je vais juste sortir les rames et je vais aller pagayer à contre-courant. Donc ça, c'est mes associations, c'est ma perception à moi quand justement je vois ce prix-là. Donc moi, c'est celui-là, peut-être que vous, ce sera un autre ou qu'on sera plus ou moins similaire, etc. Et ensuite, on a la posture numéro 2. La posture numéro 2, c'est exceptionnellement dans le cadre d'une offre, dans le cadre d'un lancement de produit, dans le cadre de je fais une offre exceptionnelle à durée limitée dans le temps. Donc j'explique finalement et elle s'explique aussi par une stratégie commerciale adaptée à cette baisse de prix. Et là, on n'est pas dans la dévaluation de son produit ou de son service, on est dans une stratégie commerciale qui a un but final. Parce que quand j'abaisse mon prix, quand je me dévalue, quand, et cetera. Mais que je mets pas un point final, en fait.
quand je mets pas une durée limitée, et là je reprends sur le tarif de service, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais vous le dire très simplement, c'est qu'après on rentre dans un cercle vicieux et ensuite on n'arrive plus à en sortir. Et après c'est extrêmement difficile et ça demande vraiment du courage, de dire: «Bah, je vais augmenter mes prix». Parce que là, le mental arrive là-dessus et ça va être: Que font penser mes clients? Je n'aurai plus de clients si j'augmente mes prix, et cetera, et cetera. Alors que le prestataire de service derrière lui, il a du mal à payer ses factures, et c'est pas une bonne situation pour lui. Mais le mental va venir là-dessus et ensuite c'est vraiment un combat. Ça demande vraiment du courage d'augmenter ses tarifs. C'est vraiment quelque chose qui est difficile d'augmenter ses tarifs et encore plus aujourd'hui où tout est cher. Alors on pourrait se dire que non, parce que justement tout est cher et que bon, bah, tant qu'à faire, allez, c'est parti, nous aussi on augmente nos prix. Mais je trouve qu'il y a un peu ce quand ça dépend de chaque personne évidemment, mais moi je sais que je vais avoir tendance à me dire: «Bah oui, mais si je fais quelque chose de trop cher, bah, les gens ils vont pas pouvoir l'acheter, parce que justement tout est cher». Donc je vais avoir tendance à me dire: «OK, OK, bah, je me freine pour justement, laisser, les gens acheter». Sauf que, ben, ça envoie aussi un message de, bah, pourquoi elle, elle est pas chère. Là, je peux vous donner un exemple concret. Moi, la formation challenge 7 jours archi simple, initialement, alors elle était beaucoup moins dense, il y avait beaucoup moins de choses et cetera, mais elle était à 27 €. Je la vendais à 27 €. J'ai fait une campagne marketing où je vendais la possibilité de construire son site internet pour 27 €. Il y a énormément de choses dedans, vraiment, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme, mais j'ai voulu à un moment en faire une offre exceptionnelle. Je voulais, que ce soit, Heu, comment on appelle ça en français? Que ce soit une offre irrésistible. Et ben, en fait, non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. 27 €, les gens se sont dit: «Bah, non, c'est enfin, si c'est pas cher, c'est que forcément c'est pas bien». Alors que, ben, pas du tout. Ma formation, elle est très bien, moi j'ai des super retours, mais le tarif ne coïncidait pas, parce qu'il envoyait pas le bon message à ma cible. Donc voilà, pourquoi je voulais aussi vous parler de tout ça. Pourquoi une bonne posture est-elle cruciale pour son entreprise? Eh bien, simplement pour une question d'alignement. C'est-à-dire qu'on assure que les valeurs et la vision de la marque sont reflétées dans toutes les actions de l'entreprise. Parce que s'il y a un moment, je dis blanc par là et que je dis noir par là, bah, le message pour mon utilisateur, pour mon audience, pour mon persona, etc., ben, il va dire, mais hmm, du coup c'est blanc, du coup c'est noir, etc. Donc un alignement et du coup de la crédibilité. Une dirigeante alignée avec la marque renforce la crédibilité et la confiance des utilisateurs, consommateurs, vis-à-vis de la marque, mais aussi et surtout vis-à-vis du produit. Quand on va dans la même direction, quand on a une posture bien assise et qu'on a confiance, on a foi en ce qu'on fait, qu'on sait où on va, on montre que, on est dans un produit, dans une marque forte. On crée de la confiance et de la crédibilité dans notre discours, qu'il soit verbal ou non verbal et du coup, ça permet, ben, d'attirer l'attention, d'attirer la curiosité et ça permet aussi, de fidéliser, les clients. Parce que si tous les 4 matins, vous changez vos offres, vous partez à droite, vous partez à gauche et cetera, bah, vos utilisateurs, à un moment, ils vont être là: «Bon, d'accord, donc qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce que du coup, quand j'ai un souci, elle est ma référence?» Est-ce que vous vous souvenez la case dans la tête? Je vous en avais parlé. C'est-à-dire qu'on a une petite case dédiée pour chaque problème. On se dit: «Ah bah tiens, si j'ai un problème, naturo, je vais aller voir, Cynthia K. Si j'ai un problème, ci, je vais aller voir telle personne». Et on associe, on fait des associations comme ça. Et bien sûr, eh bien, l'engagement, motiver les employés, fidéliser les clients. Donc ça allait, je me suis encore auto-divulguée, divulgachée. Donc voilà. Maintenant, faisons le pont entre la marque et la posture du dirigeant. Elles s'influencent réciproquement. La posture influence le branding et le branding influence la posture. Je vais vous donner quelques exemples, vous verrez, ça va peut-être plus vous parler. Nina Ramen, c'est une femme entrepreneur, infopreneuse, un peu comme moi, qui, elle, est spécialisée dans le LinkedIn. Donc, sa formation, c'est autour de LinkedIn. Et en fait, elle a une posture, c'est vraiment la femme dirigeante, féministe, qui a des positions très assurées, qui a un discours du coup qui va dans ce sens-là, ses produits vont dans ce sens-là. Et là, en fait, on est dans la posture influence son branding, c'est-à-dire que sa posture de femme entrepreneur, combative, féministe, va influencer son branding. Donc elle va mettre cette énergie-là dans sa communication, dans ses actions. Et du coup, ça fait un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à plus elle va en mettre, à plus elle va devoir aussi porter
ce qu'elle a mis dans son branding. Et donc, c'est vraiment une femme très charismatique. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et un peu comme Geneviève Gauvin aussi. Alors là, on est plus sur l'image de marque un peu plus excentrique, un peu plus voilà, colorée, etc. Mais c'est une femme d'affaires qu'on a en face. Et cette énergie-là, ces couleurs-là, tout ça, elle l'a mis dans son branding et ça l'alimente aussi, en fait. Et les deux viennent s'alimenter. Et c'est aussi un peu comme si vous faisiez un contrat. C'est qu'à un moment, vous vous êtes engagé aussi à mettre certaines actions, on le rappelle, pour justement venir bien créer de la perception, venir renforcer votre marque, transmettre votre message, etc. Une fois que vous avez mis cet élan-là dans votre communication, dans vos stratégies, dans tout ça, bah, vous êtes obligé aussi de garder le cap derrière. Sinon, on a une dissonance. Et sinon, bah, après, derrière, voilà, on peut créer de la confusion pour les utilisateurs. Mais c'est de la même chose pour Jean-Paul Gaultier, qui est un personnage assez charismatique, qui alimente ses produits autant que ses produits l'alimentent. En fait, tout son univers, voilà, s'auto-alimente, en fait, tout simplement. Après, là, on est vraiment sur Jean-Paul Gaultier, Nina Ramen, Geneviève Gauvin, on est vraiment sur du personal branding. Je voulais pas que vous pensiez que forcément, il fallait faire du personal branding pour arriver à avoir une marque forte. Pas du tout. Parce que justement, à l'effet inverse, Harley-Davidson ou Apple, les marques qu'on a vues un petit peu précédemment, c'est des marques fortes et pour autant, je ne sais pas qui est le patron de Harley-Davidson, aucune idée, et Apple aujourd'hui, je ne sais pas non plus. Donc, ça, voilà, c'est pas forcément ce qui est mis en avant, c'est pas forcément en fait le dirigeant en soi. Mais par contre, la posture qu'il y a derrière, la communication qu'il y a dans l'entreprise, en interne ou en externe, on le rappelle, Apple va venir jouer, va venir renforcer cette marque-là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et donc là, effectivement, c'est bien beau, mais comment faire pour construire une marque forte? Mais là, c'est combiner quelque chose de positif dans l'esprit de votre client. C'est ce qu'on vient de dire, dans l'esprit de votre client. Parce que c'est pas dans votre esprit à vous qu'il faut associer des choses positives, parce que votre esprit n'est pas forcément celui de vos clients. Attention. Et donc, combiner quelque chose de positif dans l'esprit de votre client à votre produit. Donc, on combine quelque chose de positif à son produit afin de générer une association positive. Alors là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'elle me raconte Fanny? Eh bien, par exemple, se désaltérer, c'est quelque chose de positif. Eh bien, je vais l'associer à une boisson. Si j'ai soif, je vais prendre une boisson. Ça donne Perrier. Donc, ça va devenir une référence. On va associer l'idée que se désaltérer, c'est quelque chose de positif qui fait du bien quand il fait chaud, etc., à une boisson avec une marque dessus qui s'appelle Perrier. Et je suis certaine que en pleine canicule, un petit Perrier tranche en terrasse, c'est une association que l'on fait. En tout cas, moi, c'est une association que je fais. Je sais que s'il fait extrêmement chaud, que je suis en terrasse et que j'ai envie de boire quelque chose, je ne suis pas trop fan du sucré, je vais me dire, ah, je vais prendre un Perrier tranche. Je ne vais pas prendre une eau gazeuse tranche. Je vais prendre un Perrier tranche. Et s'il n'y a pas du Perrier et qu'il y a de la Badoit, bah, peut-être que je ne le prendrai pas. Et c'est là, en fait, où on a une marque forte, c'est qu'on a associé quelque chose de positif dans l'esprit du consommateur. Donc, j'associe le fait de me désaltérer avec le nom de la marque. On va avoir d'autres exemples. Convivialité, celle-là, je l'adore, je l'ai mise à moi. J'ai adoré la mettre. Convivialité plus jambon égale Fleury-Michon ou Erta. Et je suis sûre, moi j'ai la musique dans la tête. J'ai la musique de la pub pour le jambon. Et en plus, non seulement c'est convivialité, mais c'est intergénérationnel. Parce que si vous réfléchissez bien, les images qui sont associées par Fleury Michon Herta, c'est toujours des enfants qui grignotent du jambon avec leur papy, etc., etc. Et dans l'esprit de votre client, donc dans l'esprit de leur client à eux, ils ont associé manger du jambon à la convivialité du repas français traditionnel où on partage, etc., où on a toutes les générations, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait concrètement derrière? Ça fait que moi, consommateur, quand je vais pousser mon petit caddie au Leclerc ou autre magasin, Auchan ou autre, et que je vais faire un brunch le dimanche avec papy, mamie, maman, les enfants, machin et tout, quand je vais m'arrêter devant Erta Fleury-Michon, je vais dire, ah tiens, je vais prendre ça, bah oui, parce que oui, on va pouvoir faire des petites machins ronds et le partager. C'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas votre idée,
Mais c'est qu'en fait, c'est une association que vous avez faite dans votre petit sac à dos. Encore une fois, vous avez vos perceptions, vos émotions qui rentrent en jeu et les associations que vous faites. Et là, en l'occurrence, jambon, convivialité, Fleury-Michon, Herta. Vous prendrez du Fleury-Michon ou du Herta. Alors après, c'est pas pour en faire une généralité et dire que c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y en a qui prendront pas forcément du Fleury-Michon et du Herta pour des raisons de tarifs, etc., etc. Mais dans l'idée, l'association qui va se faire, si je vous dis jambon, vous n'allez pas penser au jambon netto. Vous allez penser à Fleury-Michon et Herta. Moi, en faisant justement cette slide-là, j'ai pensé à Fleury-Michon et Herta. Et alors là, celui-là, il est juste, il est juste incroyable. Si j'associe la séduction à un déodorant, ça me donne Axe. Si j'associe, je le répète parce que celui-là il est juste incroyable, si j'associe la séduction à un déodorant, ça me donne la marque Axe. Et alors, c'est peut-être générationnel, c'est peut-être ma génération, je ne sais pas, vous me direz, mais clairement, tous les ados, moi quand j'étais ado, donc il y a maintenant quelques années, mettaient du Axe. Pourquoi? Ben, parce que quand on est ado, le seul truc qui nous importe, c'est pas les mathématiques ni le français, c'est clairement la séduction. Et que du coup, ils ont vraiment fait un branding qui s'adressait globalement. Alors, moi je dis ça parce que ça me rappelle à l'adolescence, mais je suis sûre qu'il y a des, il y a des adultes qui en mettent aussi, et c'est OK. Mais ils ont vraiment fait cette association de séduction, déodorant, Axe. Et vous me parlez de déodorant et de séduction, vous me parlez, je pense à Axe. C'était des nanas super, c'était des canons de l'espace avec des ailes, je sais pas quoi, qui vraiment, enfin voilà, je me souviens de toutes les publicités. Et ça, c'est dingue. Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Est-ce que du coup, vous voyez un peu mieux, un peu plus, où est-ce que je voulais en venir? Parce que là, on est vraiment dans le cœur de ce qu'il faut retenir de tout ça. Et donc, je clôture cette présentation par une question que j'ai envie de vous poser. À quel élément positif veux-tu associer ta marque? À quoi veux-tu qu'on rattache ta marque? Et encore une fois, toujours et essentiellement dans l'esprit de ton client, qui n'est pas forcément le tien. Parce que tes problématiques ne sont pas forcément celles de ton client. Parce que ta vie n'est pas forcément celle de ton client. Si toi, moi par exemple, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, etc. Si je faisais des solutions pour des mamans, je ne pourrais pas appliquer ma façon de penser à moi parce que je ne suis pas maman. Je ne suis pas calibrée de la même façon parce que je n'ai pas vécu ce qu'une maman a vécu, indépendamment de son histoire personnelle. Mais je veux dire, un accouchement, d'être enceinte, voilà, le postpartum, enfin, tout ce que ça peut, les nuits sans sommeil, changer les couches, aller à l'école, enfin, voilà, toute l'organisation qu'il y a derrière, etc., etc. Moi, je ne peux pas penser Fanny, il faut que je pense persona, il faut que je pense cible, il faut que je pense client. Si effectivement on a ce décalage-là, hein. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous amener, c'est que ce qu'on constate en fait, c'est qu'à partir du moment où on associe à une marque des, je le remets parce que c'est vraiment hyper essentiel, dès qu'on associe à une marque des éléments positifs, notamment un bien précis, bien dominant, à son produit, on vient générer une association positive. Si je génère du positif, du bonus chez mon utilisateur, chez mon client, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se dire, ah ben, moi, ça libère de la dopamine, hein. Ça libère de la dopamine. Moi, j'adore la dopamine, c'est génial. Ben, si j'en veux plus, je vais faire cette association-là. Je vais aller, quand j'aurai ce besoin-là, lié cette association-là, je vais penser à votre marque. Et c'est vraiment ça, pour moi, la révélation en ce moment, c'est sur ça que je travaille actuellement, c'est mon positionnement, entre guillemets, à quoi j'ai envie qu'on associe ma marque. Quelle posture, moi, je dois adopter aussi en complément, en renforcement, hein, comme, voilà, comme une armure. C'est un tout. Il faut faire cette combinaison, selon moi. Et ensuite, il faut aussi, ben, voilà, derrière, avoir la posture qui va avec pour aller dans la même direction et envoyer un message fort à ses utilisateurs, à ses clients, à ses prospects. Et je surclôturerai, je dirais, par une petite citation qui est: «Le branding ne se limite pas à une identité visuelle,
hein. Le branding, la marque a une identité visuelle, c'est l'essence même de ce que vous êtes, ce que vous représentez et comment vous impactez le monde. Et c'est vraiment très important, comment vous impactez le monde. Qu'est-ce que vous voulez que vos utilisateurs associent à votre marque quand vous impactez le monde, quand vous les impactez? En tant que dirigeante, votre posture incarne et amplifie ces valeurs-là, forgeant ainsi une connexion authentique et durable avec vos clients. Et c'est comme ça que vous les fidéliserez, c'est comme ça que vous créerez votre marque forte et que vous deviendrez en fait la référence. L'idée, c'est de devenir une référence. Et je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, c'est ça l'objectif. C'est l'un des objectifs et c'est vrai que c'est très important. Cet épisode est désormais fini. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.